Engel. Excuse-moi, j'ai un En mode avion, avec Fred Testo. Nous sommes donc à la Démocratie, restaurant 34 boulevard Raspail dans le 7e à Paris, que je vous encourage à visiter pour venir déjeuner. Donc aujourd'hui, en mode avion, avec moi-même, Fred Testo. J'ai à mes côtés Thomas Claus, c'est comme ça qu'on dit, Claus, qui est avocat, a priori, on va en savoir plus, moi je ne sais pas trop ce qu'il fabrique. Et Ahmed Hamidi, auteur, scénariste, réalisateur aussi maintenant, et puis l'inventeur du pole dance. Donc qui n'a rien à voir avec, avec tout ça, mais bon, on va en parler certainement aussi avec lui. Donc on va regarder un petit peu les cartes, les garçons. Allez. Puis après, vous dites ce que vous voulez, il n'y a pas de... C'est une conversation entre jeunes gens. C'est toujours, comme je le dis, un prétexte pour aller au restaurant. Ça, c'est le semainier. Et on peut prendre des entrées et tout, quoi. On peut prendre ce qu'on veut, c'est un... Ah, il y a un semainier. Un semainier. Museau vinaigrette, tarte à l'oignon. Il y a un truc qui est pas mal, parce que moi, je suis au régime. C'est un restaurant Faut manger des protéines le midi, et l'entrecôte chimichurri, elle est incroyable, je vous le dis. Je prendrais une 150 grammes, personnellement. Merci, monsieur. Je vous en prie. Vous regardez un petit peu, vous grignotez. Est-ce que c'est l'heure des huîtres? Alors comment vous êtes connus tous les deux alors? Nous, on s'est connus dans un endroit de culture qu'on appelle le bistrot. On peut pas. Non, mais faut dire les choses. Après, on a des titres un peu pompeux, des auteurs, des avocats, tout ce qu'on veut. Mais lui, il est on s'est quand même connus au bistrot. avocat et producteur. Non, j'ai été producteur. Ah oui, j'ai mais été tu l'as producteur. été. Ouais, mais bon, je suis pas avocat et producteur. C'est pareil. On n'est pas adulte et enfant. Si, en fult. En fult. En fult, oui. Là, on s'est connus dans le quartier par des potes en commun. Et puis après, notre relation est très simple. Elle ne se résume quasiment qu'à boire des coups. Pas faux. Donc vous voyez qu'au bistrot quasiment en fait. On se voit Bistrot en commun. Là où vous à la habitez. crèche. À la crèche, on se voit à la crèche avec les enfants. Parce que Victoria est dans la même classe que Louisa. Voilà. Vos enfants sont dans la même classe. Alors, elles peuvent pas se saquer. Mais on ne le savait pas. Mais par contre, il y a combien de cartes dans ton resto, c'est Fred? beaucoup, Parce il y a que là, franchement... Depuis tout à l'heure. C'est compliqué la démocratie. C'est compliqué la démocratie. La démocratie, c'est vraiment la démocratie. C'est C'est-à-dire, compliqué. en fait, il faut voter pour chaque plat. Non mais attends, j'ai jamais vu ça. Il y a beaucoup trop de Qu'est-ce que choses. c'est que ça? Attends, avant, parce que là, ça va nous embrouiller. Bah, moi, je comprends rien. Le semainier, je sais pas. Le semainier, Bon, allez, un café gourmand. On est mardi. Museau vinaigrette, tarte à l'oignon. Tout le monde. Et sa grosse laitue dodu, salade de fruits. Sa grosse laitue, c'est un peu sexuel. Avec sa grosse laitue. Et l'oignon, sa tarte à l'oignon et sa grosse laitue. Et lui, qu'est-ce qu'il va déjeuner? J'ai pas remarqué que si tu rajoutes grosse à chaque fois, ça fait tout de suite quelque chose Tout est sexuel. C'est vrai. Un gros diamant. Ton diamant, il est dégueulasse. Ouais, tout vient. C'est marrant. Et moi, c'est toujours ma vanne. C'est ma vanne, ouais. Il a une grosse voix. Je vais prendre une grosse entrecôte avec un gros verre d'eau. C'est bizarre, tout de suite, t'es coquin. C'est marrant. C'est Ça a vrai. toujours été ça. Et pourquoi vous êtes appréciés tous les deux? Parce que... Est-ce que tu sais d'où vient Thomas déjà? Alors, d'où vient Thomas, non? Oui, mais dans quel sens je viens d'où? De l'origine de Ah, dans le nord, du nord de la France. Tu viens du Nord, déjà. Des gens qu'on apprécie. Exactement. Hein? Exact. Pour être précis et pour faire la dédicace quand même à ta région. Alors moi, je suis né à Seclin, dans la banlieue de Lille, et j'ai ensuite grandi à Arras. C'est connu, il y a la prison là-bas. Il y a- Je connais pour ça. Moi, j'ai été visiteur de prison beaucoup. T'as été visiteur de prison, c'est vrai? En tant qu'humoriste, oui. J'ai fait des spectacles Ouais, pour tu essayer m'étonnes. d'adoucir les moments en prison qui sont, comme tu le sais mieux que nous encore. Ouais. Moi, j'étais dans une maison d'arrêt hier qui m'a rappelé à quel point la détention est quelque chose de médiéval. J'étais dans la maison d'arrêt d'Angers et qui date du début du 19e, qui a assez peu changé et qui permet de relativiser la notion de liberté, d'aller et venir. Et alors là, il y a des endroits encore aujourd'hui, même quand on va à Fresnes. La détention, c'est quelque chose auquel, je ne sais pas si tu as ressenti ça, mais auquel on ne s'habitue jamais. Moi, je ne sais pas combien de fois je suis allé en prison voir des clients, et quand tu sors, tu as ce soulagement, ou un sentiment, en tout cas, tranché par rapport à l'état que tu avais avant, quand tu sors de ces endroits-là. Avant d'arriver, tu veux dire? Non, quand tu sors. On ne s'abitue jamais à la détention. Et les prisonniers? Il n'y a aucune... Voilà, les prisonniers, c'est l'horreur. Mais moi, en tant qu'extérieur, je n'arrive pas... C'est un endroit dans lequel je n'ai ni routine, ni habitude. Ouais, c'est à chaque fois un micro... il y a toujours une petite appréhension. Il y a toujours dans quel état je vais voir le type. Est-ce qu'il va être stressé aujourd'hui? Est-ce que ça s'est bien passé? On prépare le dossier. Est-ce que là, voilà... Et puis, c'est ces endroits qui sont quand même très, très durs. Et je ne m'y habitue pas, moi. C'est ce que je me suis dit la première fois
justement j'ai été rencontrer des gens en prison pour faire un spectacle justement. Et c'est marrant cette image, je l'ai toujours on te dit bon bah tu passes le sas, donne ton téléphone portable déjà. Après tes clés de voiture, normal, tes clés d'appartement, enfin moi c'est ce que j'ai toujours sur moi. Et après qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes ton passeport. Ouais. Donc en fait, tu n'existes plus. Je me suis dit, et là, la grille se referme. Et je me suis dit, putain, là, le seul truc même qui te rapproche, c'est que tu dis, ah bah quand même, on me connaît un peu, moi, comme je fais de la télé, toi. Je me suis dit, t'imagines le truc, j'y pense jamais. C'est cool dans plein de circonstances, mais jamais j'y pense dans ma vie de tous les jours, avec ma famille ou mes amis, je me dis pas à ça. Et là, je me suis dit, putain, c'est peut-être si, je sais pas, il se passe un truc, c'est le seul truc qui me sauvera ou pas. Et tu te dis, mais là, ça y est, t'as plus rien. Je me souviens, tu m'en avais parlé. Et les grilles se ferment les unes derrière les autres. Tu avais trouvé ça cool et en même temps tu avais été un peu choqué. Je me souviens. Et j'ai trouvé. Ah ouais, ça m'est resté. Je me souviens très bien. Et je pense que c'est vrai, enfin, comme tu dis, c'est qu'après tu t'y habitues jamais. Il n'y a pas de. Mais ce serait terrible pour les prisonniers de ne jamais s'habituer à la prison. Il y a des gens qui en ont fait, qui sont sur des longues peines ou des incarcérations, qui le vivent, entre guillemets, avec une expérience. Mais une habitude, je sais pas. Il faudrait leur demander. Moi, il y a autant de détenus que de cas de détention, donc il est inimaginable de généraliser, mais même les avocats, quand on en parle beaucoup, aller faire la tournée des tôles le matin, on le fait, c'est notre métier, c'est même notre devoir, on s'y rend très souvent, et moi personnellement, voilà, quand je rentre et quand je sors, il y a toujours ce truc où j'ai la pensée pour les gens qui y restent et qui y sont, et ce qui fait que voilà, j'ai toujours un petit moment comme ça. C'est marrant ce que tu dis, parce que je pense exactement être dans la même veine que toi. Tu vois, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est que les prisonniers, quand ils sont devenus prisonniers longue peine, comme ceux parce que tu t'occupes principalement des longues peines. Enfin, non, pas que, mais j'en ai, non, mais pas que, mais je veux dire, pour moi, quand j'ai longue peine, c'est plus de 2 ans. Oui, donc effectivement, oui. Non, mais plus de 2 ans de ta vie, c'est énorme. D'accord, en dessous, c'est rien, mais plus de 2 ans, ça devient une longue peine. C'est-à-dire que c'est 700 jours, c'est inimaginable. Mais je me dis, est-ce que tu t'habitues pas trop pour un prisonnier longue peine, genre plus de 5 ans? Est-ce que, à un moment donné, justement, c'est pas un effet inverse? Est-ce qu'il n'arrive plus, je pense qu'il n'arrive plus à s'habituer à la vie en dehors de la prison? Je sais pas, je pense pas, parce qu'ils ont quand même, on garde les prises, il y a toujours, entre guillemets, un peu l'espoir. C'est-à-dire qu'il y a des buts, tu construis ton projet pour sortir, t'as quand même des intervenants extérieurs, qu'il y ait des permis de visite ou pas de permis de visite, t'es quand même rattaché au monde du dehors. Et je pense que ce qu'il y a d'effrayant pour les longues peines, c'est la notion de temps, de répétition, où au final, c'est des journées, c'est un jour sans fin, c'est-à-dire qui sont rythmés par des micros-événements, et puis il y a un temps qui est distendu au maximum. Donc après, voilà, créer un but, retrouver une dynamique pour sortir, pour construire un projet, c'est des choses, et les juges d'application des peines, ils veillent beaucoup à ça. La manière dont... et c'est pour ça qu'il y a des centres de semi-liberté aussi au début, on te replonge sur les longues peines. Petit à petit, il y a des permissions qui sont accordées sur les fins de peine où tu vas sortir 2 jours, 15 jours, 10 mois. Vêtement par vêtement, tu sors de prison. Un peu. Il y a forcément un petit sas qui s'impose. Voilà. Je pense que ça devait être en 2010 où j'étais dans une centrale. C'est les longues peines, ça doit être 8 ans minimum, je crois, non? Ouais. Une centrale, un truc comme ça. Centrale, c'est vraiment et je me souviens d'un gars, après un match de foot... en prison? Quand on était allé là-bas, voilà. Et qui me dit, quand le soir, quand on part, on reste toute la journée, et il me dit, moi je sors en 2018. C'était quand? Si tu me reconnais, c'était en 2010. Et avec un sourire comme ça, je me souviens. Je sors en 2018, c'était Fred, 8 ans. Si tu me croises dans la rue, tu viendras de moi quand même. 2018, voilà, allez, salut, bonne soirée. Machin, merci d'être venu. Tu dis, et t'as un truc. Je dis, il va rester 8 ans là. Non, mais c'est fou. Et jusqu'en 2018, voilà, là on en parle, voilà, mais j'y ai repensé. Tous les ans, j'y pensais, je me disais, putain, je vais peut-être... Il va bientôt sortir dans 2 ans, dans 3 ans. T'as un truc comme ça. Et pareil, je me disais, quand tu faisais les spectacles, je me souviens de 2 blocs des mecs qui s'étaient pas parlé, qui venaient d'une aile différente. Ah ouais. Et là, ils se parlent. Donc, c'est la première fois dans un spectacle, tu dis, attends, je vais quand même pas dire aux gars, là, vous faites du silence. Ils sont pas vus depuis 5 ans, les gars. Non, c'était marrant parce que t'es habitué en plus à ça, à la perturbation. Et tu allais en duo, quand tu es en duo à l'époque. Ouais. Est-ce que tu penses, Thomas, que ce genre de... Non, mais ce genre de choses, est-ce que tu penses que ça...
bien évidemment que ça fait plaisir aux prisonniers. Mais c'est indispensable, une activité culturelle. Et je sais que par exemple, j'avais défendu des types à la prison de Clermont-Ferrand, de Riom. Ils ont une sélection du festival du court-métrage. Il faut quand même... Ils ont la liberté de privation qui est la pire des peines. Il y a quand même, pour le coup... pas non plus une mise au banc totale sur les activités essentielles, culturelles, tu vois, que peuvent être la venue de comiques comme Fred, la projection de films, des lectures, des activités musicales. Il y a aussi le travail on entretient quand même un petit peu, on les incite à aller à la bibliothèque. Moi, la question que j'ai toujours à mes gars, maître, je viens d'en prendre, voilà, je viens sur l'instruction, il y a quelque chose, voilà, il commet des actes graves, je lui dis, écoute, le temps que tu arrives au procès, on va être sur une peine qui va être assez longue. La détention, c'est du temps, ne le perds pas trop, va à la bibliothèque. Va à la bibliothèque. Ah ouais, d'accord. Va à la bibliothèque. C'est dur de dire ne perds pas trop. Non, mais je veux dire, je dis, privilégie la bibliothèque, t'as pas d'école, t'as pas de formation, t'as rien, peu importe. Arrive déjà pour construire une personnalité, une culture, et tu vas t'enrichir. Montre que tu sortiras, que tu es plus grand que tes fautes, comme on dit. Tu vois, montre que tu es plus grand que tes fautes, et quand on va juger dans 2-3 ans, qu'on ait quand même, qu'on puisse apprécier déjà rien que le parcours que tu as fait, le courage que tu as eu, soit de reprendre les études, mais en plus de, toi qui as fait que vendre du shit et de promener avec des calibres, sans être pédant, d'avoir lu Les Misérables, et d'aimer ça. C'est pas l'avoir lu, c'est l'aimer, le comprendre, et j'ai des trucs, des types en détention qui sont devenus incroyables là-dessus. Incroyables. Accro à la littérature. Accro à la littérature. Ça, on n'en parle jamais de tout ça, justement. Et c'est mais c'est pour ça que je me disais, en proportion, quand tu sais, parfois je vois les émissions, les trucs, tu sais, les ateliers d'écriture, je trouve ça fantastique, hein. Mais j'ai toujours l'impression que c'est 4 personnes sur 3000. Tu vois, en pourcentage, je me dis, est-ce que tous les prisonniers, pas tous, parce que c'est débile de faire une généralité, mais ils y ont tous, on leur propose à tous, est-ce qu'ils ont tous accès, et en proportion, mais pour les gens libres, je suis pas sûr que si tu prends 1000 prisonniers, 1000 gens dehors, en proportion, je suis pas sûr que les 1000 gens qui sont dehors se mettent à lire Les Misérables. Non mais tu vois, alors qu'ils ont le temps de le faire et la liberté et le... Oui. Après, c'est pas... Est-ce que c'est pas un rocher ? Tous le font pas, mais il y en a, on est quand même assez contents, nous avocats, quand on arrive effectivement à avoir... quelqu'un qui, voilà, sur les dossiers factuellement assez simples, et on sait que l'enjeu c'est la personnalité, et que le garçon, sans simuler ou sans feindre un repenti un peu facile, va commencer à s'intéresser à des choses qui lui semblaient complètement extérieures. Et ça change pas la face du monde dans le procès, mais ça permet d'aborder la phase de jugement et d'expiation de la faute qu'il a commis de la meilleure des manières possibles. Oh putain, c'est sérieux votre déjeuner. Hein. Non, c'est pas mal. Non, mais expier, c'est presque... Non, mais pour le coup... Non, mais ça va devenir de la merde dans 3 secondes. Attends, je t'explique. Non, mais expier, c'est presque... C'est la fonction de la prison. C'est beaucoup ça. Mais c'est presque christique. Enfin, je veux dire... Bien sûr. Il y a un truc qui est presque religieux. Je me souviens être en train de regarder les gens à la fin du spectacle, quand ils applaudissaient. Quand t'es en prison. Et après, leur parler, parce que tu dédicassais des DVD, des trucs comme ça, discuter, puis après on faisait un match, enfin on restait vraiment toute l'après-midi, voilà, en prison. Je regardais tout le monde et je me disais, je m'imaginais, parce qu'évidemment, on te dit rien, qui est qui fait quoi, enfin, à part un ou deux que je connaissais par rapport aux journaux. Donc c'est assez marrant, parce que voilà, je m'intéressais à certains milieux. Et des vieux prisonniers. Mais donc c'est assez vieux prisonniers, le mec. Non mais tu te dis tout le monde est innocent, surtout je me suis dit. Mais qui alors lui c'est un bon prof de maths, l'autre il est père de famille, l'autre ça va, il joue au basket. Pourquoi ils sont, toi t'en viens un petit peu à être, c'est tellement surréaliste. Merci. Vous avez tout ce qu'il faut ? Très bien, on est bien. Ouais. Et c'est vrai que t'en viens à te dire que tout le monde est innocent. T'as pas envie en fait. C'est pas moi qui T'as juste envie de dire on était dans un endroit un peu spécial, mais tout va bien et puis. Les prisons sont remplies d'innocents. Mais comment on en vient d'ailleurs à faire... Toi, t'as une spécialisation ? Alors, moi, j'ai fait du droit... Thomas, on parle à Thomas. Là. Allez, on parle à Thomas. On parle à Thomas Claus. Thomas Claus, bonsoir. Comment t'es arrivé là-dedans ? Moi, j'ai fait des études de droit, juste après le bac.
je m'étais spécialisé en droit de l'audiovisuel. Et ensuite, j'avais passé le concours d'une école de cinéma. Je me suis dit, j'ai pas envie de devenir avocat tout de suite. J'étais très cinéphile. J'animais un ciné-club à la fac de Lille. J'ai passé la Fémis. Et j'ai été, comme Poulidor, première calée. Tu sais. Ils en prennent 5, t'es le 6e. Ah. Et puis finalement, l'idée d'être avocat m'a un peu passé. J'ai produit des films, dont un avec Fred Testo. C'est vrai. Et puis à ce moment-là... Qui est là à table avec nous. Il est acteur. Et à ce moment-là, juste au moment, d'ailleurs c'est très marrant, où quand je faisais le film de Fred, j'étais en même temps, et les gens ne le savaient pas, mais à l'école d'avocat, parce que j'avais décidé de devenir avocat il y a maintenant 12-13 ans. Et je suis redevenu avocat, et je voulais du coup non pas être avocat dans le cinéma, où j'en fais un peu bien sûr, mais surtout de la défense pénale, de la cour d'assises. Et j'ai passé ce qu'on appelle le concours de la conférence du stage, qui m'a donné accès à mes premiers dossiers en droit pénal, à mes premiers dossiers criminels, et puis j'ai perduré dans cette activité depuis. Donc ce fameux concours d'éloquence du barreau, voilà. Et je t'ai vu dans ton concours d'éloquence. Tu m'as vu dans mon concours d'éloquence sur les pigeons. Sur YouTube, exactement. Ouais, ce qui est sur à YouTube. Voir sur YouTube, vous tapez Thomas Claus. K-L-O-T-Z, Thomas, et vous regardez son concours d'éloquence. Mais je sais pas, mais du coup, faut-il aimer les pigeons, mon sujet? Mais regardez ça, c'est brillant. Du coup, donc, t'es dans le pénal. Et maintenant, je fais du pénal. Je fais encore un peu de cinéma, mais contentieux. Quand les gens, ils se font la guerre. En fait, on vient me voir que quand on est dans la merde, non, mais c'est vrai. En plus, je suis pas qui te fait plaisir là-dedans, non, moi, c'est de trouver une solution. Sentiment. Alors, en il fait, y a l'humain, c'est l'homme. Tu peux pas enlever ça ouais, c'est ça qui est génial. Du regard que tu portes sur l'individu, sur l'homme, et de la notion de défense qui est plutôt mise à mal en ce moment. Mais et puis convaincre. Pas vaincre, pas gagner, non, convaincre. Convaincre, ouais. C'est voilà. C'est la et après, j'avoue, j'ai une expérience significative ou pas dans le cinéma avant. Moi, mes grands moments professionnels, les choses les plus incroyables que j'ai vécues, c'est la profession d'avocat qui me les a données. La cour d'assises notamment, donc là où on juge les crimes. Voilà. Comment t'arrives après à... Parce que tu défends des affaires, j'imagine, qui sont... Comme je me souviens quand on était petit, Vergès, on disait, mais comment t'entendais des gens qui disaient, mais comment on peut défendre Klaus Barbie, c'est un nazi. Et tu dis, bah oui, mais... Ma génération d'avocats, alors il faut être défendu. Il faut, mais c'est le principe du droit. Ma génération d'avocats, et mes potes, ma famille du barreau, nous, on est la génération terrorisme. C'est ça. On a commencé, moi j'ai commencé... Des gros dossiers, pas du quotidien. Oui. Des gros dossiers. En 80% fait, de vos gros dossiers, il n'y a plus de braqueurs, il n'y a plus de machin aujourd'hui. On a eu une vague de départs en Syrie, de problématiques de sécurité intérieure, de terrorisme qu'on a connu avec un contentieux de masse. Ça a été, alors ça l'est un peu moins fort heureusement aujourd'hui, mais ça a été un contentieux de masse. On s'est retrouvé entre 2013 et 2017, on va dire 18, avec une population dite de comparution immédiate qui partent en Syrie et puis qui se mettent à commettre des crimes de guerre. Donc c'est notre la Syrie. Je me rappelle de la première fois qu'on me parle de la Syrie, c'était en 2013. Personne l'a vu venir. Et il y avait à l'époque à la Galerie Saint-Éloi, quand j'étais secrétaire, il devait y avoir 5 juges d'instruction antiterroristes. Il y avait Gilbert Thiel, il y avait Laurence Levert, tous les gens qui se sont fondés sur le terrorisme corse, qui ont eu les grandes heures. Et puis personne l'a vraiment senti. Après, quand l'affaire Mera arrive, il y a effectivement un questionnement qui se pose. On se dit tiens, et puis l'hémorragie de départ en Syrie arrive 2013-2014 et la France est fait rétro et flappé de plein fouet en 2015. Ça a été dur être avocat, aller plaider des remises en liberté à la chambre de l'instruction. C'est ce que tu me disais. Moi, j'avais des audiences. Non, mais sous le choc émotionnel. Le 16 novembre 2015. Un dossier terreau, 3 jours après. Les attentats. Dur. Dur. Ouais, parce que tu dois garder ton... non, mais la pression, enfin, tu te rends compte... Et l'émotion. Tu te rends compte des gens, tout le monde était abasourdi. Ouais, et puis on sent que, voilà, il y a quelque chose qui échappe à tout le monde, aux autorités judiciaires, aux renseignements, aux citoyens, à l'avocat, aux journalistes, à l'humoriste. On est tous... Tout le monde est dépassé, tout le monde est séché. Ouais. Tout le monde est séché. Donc, c'est dur, ouais. Mais c'est là qu'il faut aller trouver, justement. Mais c'est là où on est, c'est là où aussi on est, voilà.
On doit être C'est la là, beauté du métier. dans ces moments-là, il n'y a que nous qui y allons. Enfin, tu vois, c'est comme la médecine. Nous, on C'est est comme, marrant ce que tu dis. à ce moment-là, on est comme les médecins urgentistes. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant ce que tu dis parce que j'étais plus au Guignol au moment des attentats, mais j'étais au Guignol au moment du 11 septembre. Ouais. Ouais, enfin, Fred aussi, d'ailleurs. Il y a quand même 15 ans d'écart, Ahmed. C'est vrai. Non, mais Non, mais c'est vrai. Oui, parce que Ahmed était aussi auteur des Guignols. Au Guignol. Ah oui. Je le dis pour les Et gens quel qui auteur? Mais j'ai commencé trop jeune. Mais le 11 septembre, quand ça arrive, je sais pas si tu te souviens à peu près de l'heure, c'est genre 15h. Ah bah 15h, bah, tout le monde se des rappelle gifles. où on était le 11 Horrible, septembre. ouais. Ah, je me non, souviens au de- bureau. Et Fred, il est au bureau aussi, le Ouais, bureau j'étais- d'en dessous. On se prend une fleuge. Mais le soir, faut écrire les Guignols. Faut écrire les À Guignols. 15h, c'est-à-dire on partait sur l'écriture des Guignols, Nicolas Sarkozy, tu sais, des blagues, je dirais pas C'est quotidiennes. la rentrée des mais- classes. Et là, il t'arrive un truc plein. Exactement. C'est la rentrée des classes, et les gommes et les cahiers, on faisait des vannes sur Leclerc, tu vois. Et là, il t'arrive une info à 15h, et 5 heures après, on a l'antenne. Nous, les Guignols de l'info, on est censés déformer l'actualité. Mais là, en fait, c'est rigoler. tellement grand, c'est tellement huge, c'est tellement fort. Il se trouve que moi, je suis complètement, presque comme un bleu, et parce que arabe, je pense, donc un peu plus impliqué, ou en tout cas un peu plus condamné, je me dis, je peux pas sortir le JT ce soir. Enfin, je veux dire, c'est... De quoi on va parler si on ne parle pas des attentats? Mais il reste 4 heures. Même pas, il reste 3 heures, parce que tu te souviens qu'il y avait les répètes à 18h. Ah oui, il y a les répètes. Donc il y a 3 heures d'écriture. Et l'info du jour change du tout au tout, pour le coup. Et moi, je reste, je pense, comme je suis un petit peu froussard, complètement terrorisé. Je tout suis le dans monde, mes t'as- souliers, je sais pas ce qu'il faut penser. T'as plus même envie Je de sais te pas marrer, ce qu'il en veut fait. dire. J'ai plus du tout envie de T'as me plus envie. marrer. Je suis extrêmement choqué, mais c'est surtout que il y a un truc de fou, comme quand on est des bons soldats. Hein. On reviendra sur des périodes sombres un peu plus tard, mais comme quoi t'es un bon soldat, tu te dis, il faut quand même que je sorte un JT. Oui, et puis c'est les Enfin, Guignols de c'est-à-dire l'info, que c'est te prends- Canal+, c'est une institution quand même. Il faut que C'est tu pas dises rien. à 20h, il faut que je sorte un truc. Mais la distance que tu mets avec l'actualité, elle est hyper flippante. C'est comme ça que j'ai commencé, vêtement par vêtement, en 2001, à me dire, il faut que je sorte. Parce qu'en fait, tu crées une distance entre ce que tu vis personnellement quand tu reçois l'info et ce que tu dois faire le soir aux 20h, c'est plus la même personne. Et toi, t'étais en direct, Fred, à l'époque? C'était Je c'était le sais pas. SAV déjà? Non, en 2001, non. On faisait pas de direct, non. Je pense pas. En 2001, C'est je des crois que tu petits fais... trucs, ouais, c'était Non mais je crois très- que t'es dans la cabine, on est dans la cabine en bas. Oui, mais il n'y avait pas d'enjeu Non. comme les Guignols, qui est le truc ouais. le plus regardé par 4 millions de gens, Et là, tous les soirs en Et direct. là, notre patron arrive et il nous dit info en continu. Mais déjà, le mot en 2001, info en continu, tu sais pas ce que ça veut dire. Parce que les chaînes d'info n'existaient pas ou très peu. Ou, tu vois, je veux dire, c'était le balbutiement de la J'ai des flashs spéciaux, en fait, qui restaient. Et en fait, il garde l'antenne, il nous dit ce soir, on vous file pas l'antenne, on file pas le micro. Alors, Ouais, ils nous, ont on est tout un petit annulé, en peu- fait. Ouais. Ben, il ne pouvait pas se... Ouais, c'est pas possible. On pouvait pas sortir de l'info. Il y avait les tours qui brûlaient, tu vois, tu te souviens de... Et le lendemain, faut écrire un JT. Et la pire journée, c'est le lendemain. C'est quand l'émotion est passée que tu dois parler à la raison. Parce que le lendemain, tu dois t'adresser à la raison, même si on est tous bouleversés par ce qui se passe. Mais le lendemain, tu dois parler à la raison. Et c'est quel est le truchement? Tu vois, il est hyper, c'est Après, hyper là où vous bizarre avez de été- dire on va prendre ce chemin-là, on va prendre ce truchement-là pour dire on parle à la raison, on parle pas à l'émotion. On parle à la raison, on parle pas d'émotion. Et quand tu sors Ben Laden, au Guignol, Bah, c'est là où vous avez qui, été- je vous le dis, c'est une info Fred Testo. Ouais. Et l'info Coupe le Fred micro. Testo. Et je lance ma chaîne de news, là. Ouais. Ben Laden, c'est la marionnette de Harlem Désir. Comme... Putain, merci. non mais comme il Là, fallait la c'est- là, sortir c'est le un scoop, lendemain. Là, Putain, là, ça ça fait sera trembler la- la République. Ah hein. bah je vous dis, c'est la- PS tremblé. Ça, c'est l'accroche Ça, il y a des du, trucs- l'accroche du podcast, c'est Ah, ça. alors écoute, je vais te dire Ah, un truc. c'est l'accroche du podcast. Ah bah, Il y attends. avait le Rainbow Warrior, mais voilà, ça, c'est... L'affaire. Mais ça, c'est drôle parce que ça, il y a plein de marionnettes qui ont Mais été non, mais parce que switchées. le Mais lendemain, bon, là, il faut c'est sortir tellement- la marionnette, mais c'est 3 semaines avant de créer une marionnette, donc on peut pas créer la marionnette de Ben Laden Ah si oui, on arrive en ça, retard. c'est super longtemps. Donc, Ouais, comme c'est des super gros long, pardon. racistes qu'on est, on se dit, bon, il n'y a pas un mec qui est un peu basané, là, dans les marionnettes des Guignols, et la seule marionnette qui est un peu colorée, mais pas vraiment renoise, c'est Harlem Désir. Et là, on comprend Harlem Désir, on lui met une barbe, une gel là-bas et en avant. Donc, pendant tout le temps des Guignols, la marionnette de Ben Laden, c'est Harlem Désir, le pauvre. Tu vois, bah, c'est là où j'ai dit. Harlem Désir avec une barbe. Putain.
Ouais, je savais pas, tu vois, je m'en rappelle pas où. Mais parce qu'il fallait, fallait aller vite. Non, mais là, ce qui est fou aussi avec ça, enfin, ce que tu racontes, c'est que l'événement du 11 septembre, horrible, pareil, a séché tout le monde, enfin bref. Et eux, ils ont réussi avec Les Guignols, qui est quand même l'émission humoristique la plus regardée de l'époque. Et puis, je sais même pas s'il y en a une aujourd'hui, hein, ça n'existe plus. Il y a plus d'émissions humoristiques. 3 voire 4 millions, des pointes. Aujourd'hui, on faisait 3 millions de téléspectateurs. Et tu aujourd'hui, te dis, ça paraît fou pour une chaîne. Ouais, mais avec en plus un ton, enfin, en étant déconneur, mais en même temps journaliste. On finit à 200 000, hein. En parodiant. Moi, j'étais pas, mais quand les Guignols finissent. Toi, tu étais pas, non, sinon ça aurait. Ah bah ça a mal fini, ouais. 180 000. Non, mais c'est surtout 3 180 000 en quelques années. C'est surtout que pourtant, ça le concept était bon. Une mission presque de service public, même si c'était sur le canal, c'est pas le service public, mais je trouve, et ce que vous avez réussi à faire, incroyable, parce que comme tu dis, c'est horrible tout ce que ça peut ressortir, le fait que, ben voilà, l'Orient attaque l'Occident, enfin pour utiliser des termes un peu. Une chanson de Renaud, Voilà. hein, tu peux y aller. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est que ils ont réussi à faire nous, hein, Ben tu vas pas Laden, nous choquer. Hein. Ahmed, et d'ailleurs c'est Ahmed, et on embrasse Julien Lionel qui travaille avec toi, s'il nous écoute, mais à en faire, Et Gassio. a tellement, ouais, et Gassio, et Bruno Gassio, a tellement porté ça en dérision que Ben Laden, c'est une espèce de connasse. Complètement. Et tu te dis, tu peux réussir à dire des trucs vraiment sérieux, tout en ayant un recul pour pouvoir mettre de l'humour dans un truc atroce. Et eux, ils ont réussi à faire ça. On était Ce qui hyper fait mal à l'aise. avancer le monde quand même. J'ai Grâce à été vous. hyper mal à l'aise par rapport à ça. Mais vraiment. Même en sachant qu'on faisait rire, machin, on a tout de suite, on n'est pas des couillons, c'est notre métier, on a tout de suite su que Ben Laden et Mola Omar, au Guignol, faisaient rire. Ouais. Et le lendemain, les Américains ont fait commandant Sylvestre qui dit, vous allez nous avoir sur le dos pendant 50 ans. Vous avez cassé nos 2 tours, vous allez nous avoir sur le dos pendant 50 ans. Et ben, t'es jamais vraiment, je dis pas qu'on est fier de ce qu'on fait quand on travaille, mais avec le 11 septembre, on marche vraiment sur des œufs. Il y a un truc qui est assez fou, c'est que il y a une vente de DVD. Alors là, on parle d'un autre monde, par la télé. C'est vrai, putain. À l'époque, on vendait des DVD, frère. Ah oui, oui. Et il fallait faire la promo du DVD. Des Dommage, Guignols de on n'était pas l'année. producteur. Ah, vous avez Et fait bien la évidemment, promo. on se fait attaquer sur Ben Laden et tu sais, il y avait un truc, même nous on n'était pas très à l'aise, c'est-à-dire on se sentait bien. Quand tu fais rire avec Ben Laden, il y a un truc qui est un peu chelou. Tu sais, tu te dis, est-ce que je suis autorisé ou pas autorisé à le faire, jusqu'où, le curseur, quoi. T'es mal à l'aise avec le sujet. Et il se trouve que j'ai été mal à l'aise pendant quelques mois à faire rire avec ça, d'autant plus que l'espèce de connasse, c'est mon père qui disait ça en blaguant, quand il était en circulation, dès qu'il y avait une meuf qui lui coupait la route ou quoi. Il se pisse. Mais je suis très mal à l'aise avec ça et on arrive, fait tourner de DVD à l'époque, fallait même aller à la Fnac. Alors là, pour les jeunes, séance de dédicace. Là, ils savent demandez à vos parents. Pour les moins de 25 ans. Et donc il fallait vendre le DVD à la Fnac. À l'époque, c'était ça. Tu allais, tu faisais tu tes fais la heures de promo. signature, tu faisais la promo, tu t'en souviens? Et là, on s'est fait attaquer, donc il y a genre 45 personnes avec des questions. Et moi, je savais que la question de Ben Laden, elle était, tu sens qu'elle est pas loin, et quand est-ce qu'elle va arriver. Et là, ça vous dérange pas de rendre Ben Laden sympathique, journaliste du Parisien? Ah oui, forcément. Donc, ça vous dérange pas de rendre Ben Laden sympathique? On me regarde moi parce que je suis arabe. Et en même temps, c'est, vous militez un petit peu quand même vous êtes pro-terroriste, non? Tu sais, il y avait presque un truc comme ça. Et je dis, si, je suis mal à l'aise avec ça, machin et tout. Et pendant toute l'interview, je vois un gosse de 7-8 ans. Non, un peu plus. Je sentais que le mec, je voyais le mot, mais il était derrière les trucs. Tu sais, il y a du monde, t'as chaud. Et je dis, on va demander à l'enfant, en fait, ce que lui pense de Ben Laden. C'est comme une espèce de pirouette, parce que je pouvais pas m'en sortir. Et je dis au môme, tu arrives à faire la différence entre Ben Laden au Guignol et entre Ben Laden, La marionnette et le vrai. le marionnette et le vrai mec. Et le môme, il se lève. Et là, la grâce, il fait une intervention. Faut pas nous prendre pour des imbéciles. Nous, on sait très bien que le Ben Laden, il est très méchant, mais que machin. Mais le mec, le môme, il part. Et je me souviens qu'il y avait François Bayrou qui était venu nous piéger, parce qu'à l'époque, il avait les grosses oreilles décollées et qu'on le sabattait. Il était venu nous piéger, il voulait nous tuer. Alors que lui, il avait le fusil sur l'épaule, il voulait nous dégommer. Avec les oreilles décollées. Ouais, il voulait nous dégommer. Il a pris cher. Hein. Elle a pris cher. Elle était venue. Ah il a cherché. Hein. Non mais énormément de respect, mais il a cherché. Et en fait, lui, il venait pour nous mettre plus bactère, parce qu'il savait que c'était...
Et en fait, le môme, il a tout réglé. C'est-à-dire que l'intervention divine du gamin dans une question très simple en disant Ben Laden, le bien, le mal, c'est lui-même qui a formulé ce gamin, sans même que je lui demande. Il a dit, ouais, non, mais j'arrive à faire la différence. Avec les Guignols, je me marie avec Ben Laden, je sais ce qu'il a fait comme machin. Et j'avais trouvé ça. Et je dis, mais si un môme de 8 ans est capable de faire la différence, on ne parle plus. Tout le reste, tout le reste, on ment. On va se mentir en disant oui, mais non, mais vous allez essayer de me mettre la pression, selon la personne, selon avec qui tu parles, selon le journal. Si un môme de 8 ans, il arrive à dissocier la marionnette, c'est-à-dire la caricature, c'est grossir un trait qui est existant. Tu vois, tu feras jamais de Jospin un mec drôle. Tu peux en faire un mec brillant et travailleur, mais tu feras de Chirac, tu lui mets un sac poubelle sur la tête, ou tu lui mets un trait militaire. C'était en 95, toi, déjà, ou pas? Non. Toi, non. Moi, je suis arrivé plus tard. Je suis arrivé en 98, je crois. 99, peut-être. Je sais plus. Mais 95, c'était... c'est des génies. Franchement, pour moi, c'est des génies. D'avoir... Parce que tout le monde dit, oui, vous avez fait élire Chirac. C'est pas qu'ils ont fait élire Chirac, c'est qu'ils ont éclairé Chirac. Ils ont éclairé surtout la trahison de Balladur. Et je peux le dire avec d'autant plus de décontraction que c'est pas moi qui l'ai fait. Que c'est un ami. Non, mais... Balladur, oui, je couche avec lui. Allez, merci. Merci Thomas. Merci Fred. Très bien, très intéressant. Très brillant, Ahmed. Hein. Il est brillant. Et en fait, un dîner enregistré tous les midis. Tu sais qu'il n'y a pas un déjeuner d'Ahmed où il n'y a pas un micro. Tout est médiatisé. C'est un peu le roi soleil du 7e arrondissement. The Way of Life. Exactement. Mais on vient de me raconter une histoire de ouf. 2 profs, Harvard, qui s'interrogent sur la capacité des élèves, des enfants. Pourquoi? Est-ce que tu es bien né pour faire des études? Est-ce que tu es soutenu chez toi, donc tu fais des études? Ou est-ce que ton cerveau te permet de faire des études? Ou est-ce que qu'est-ce qu'il fait? Et là, on a 2 profs, très potes, 2 gros cerveaux, qui disent, tu vas prendre la pire des classes de ce collège. Ils ont 7 de moyenne quand ils sont au max sur 20. Ça tourne plus vers 4. J'aurais pu être de moyenne, hein, j'aurais été dans cette classe, moi. Moi, j'aurais été aussi. Ouais. Et tu vas les surnoter. Tu dis, mais en fait, il a pas 7, il a 12, avec la même copie. Et l'autre classe, il prend les kings, et en fait, c'est des élèves qui devraient avoir 18 tout le temps, et leur met 12. Et les baisse, d'accord. Et ils font l'année scolaire. Et c'est une étude hyper intéressante. Eh ben, figure-toi que les 18, qui étaient d'excellents... Des cracks. Ils commencent à avoir des problèmes. Low profile, ils s'affaissent. Et les mômes qui avaient 6 ou 7, quand tu leur mets 12, ils finissent l'année, ils décollent. Moral, en fait. Donc c'est la confiance de la note. Mais oui. Mais c'est fou, quand même. Très marrant, parce que ça me fait penser à un truc qui est très, très, très intéressant dans mon métier que j'ai découvert. Parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai commencé. Hein. Et moi, demain, d'ailleurs, j'aimerais bien, parce qu'on en parlera après aussi, parce que Ahmed est devenu réalisateur. Ouais. Auteur, scénariste, est devenu réalisateur. Il vient de faire son premier film. Et moi, j'ai eu la chance, pareil, en tant que comédien, de rencontrer plein de gens, un peu de différents horizons en tant que réalisateur ou réalisatrice. Et il y a un truc que je me suis dit, le jour où je deviens réalisateur, où c'est moi qui dois diriger les autres, c'est d'adopter cette méthode. C'est-à-dire que tu fais une prise, tu fais une scène, les gens jouent la scène, et ton premier truc, quand tu dis couper, tu fais très bien, super. Ahmed, je pense que tu as bossé comme ça, en plus te connaissant, c'est sûr. Bien sûr. C'est la méthode où d'un coup, moi je le dis là du côté du comédien, où tout de suite on dit que ça va. Bien sûr. Ouais. Ça va, il n'y a pas de problème, on est tranquille, tout va bien. Surtout si tu redemandes au mec de refaire la même, c'est-à-dire que si derrière tu ne le pousses pas, oui. tu vas leur demander de refaire la scène. C'est un peux. truc relou, chiant, Bien c'est-à-dire sûr. que lui-même il sait qu'il a loupé, si tu lui demandes de refaire. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est oui. quelle est ta manière de lui dire, on l'a refait, mais c'est pas à cause de toi, c'est à cause des preneurs de son. Oui, et puis même, c'est Souvent. Et si tu vois, je veux te dire, les micro de merde, là. Oui, et tu dis, on l'a refait, c'est pas pour toi. Pas pour toi, Thomas, toi t'étais perfect. Ouais, le preneur de son là-bas, il galère. Et c'est haut, et t'as tout le temps. Oui, parce que tu avances avec les gens. Et sur le moment, c'est des mensonges que Non, mais tout le monde comprend, en fait, que tout le monde connaît, parce que ça sert à rien de mentir en vérité. Tu sais très bien que le mec, l'acteur, il sait qu'il a chié. Mais de lui dire devant tout le monde, c'est tendu. tu l'as pas pour la deuxième prise. Voilà, c'est ça. Et puis Alors, c'est stressant, donc tu c'est des mensonges déstresses. acceptables. Ouais. Tout le monde sait qu'on ment,
si le preneur de son, il a très bien pris son son, mais que ça arrange tout le monde de dire, c'est pas toi, hein, Thomas. Ouais, mais tout le monde n'a Le pas Paul, cette là, au son, il philosophie-là. fait de la merde. Hein. Après, ça peut aussi dépendre de ce que tu recherches, c'est-à-dire que tu peux aussi jouer le rapport traumatique avec ton acteur. Kéchiche Non, mais tu vois, par exemple... Tu donnes des noms, faut balancer les noms à cette heure-là, maintenant, on donne des noms. un mec que j'ai bien connu, Stanley Kubrick, Ouais. dans Shining, Ami- dans Shining, ami je crois que la scène de la batte, ton il la ami- font 120 fois, là, j'ai vu... mais après, il cherche l'épuisement de l'actrice, il la met dans un état quasi de transe. Mais dans Evil Dead, même exactement le même principe. Evil Dead, il lui tire pour avoir la réaction de déjà la petite, ils sont obligés de l'insulter, mais pour avoir la il tire réaction. dessus avec un feu. Non, mais le ouais, mec, non, mais le réalisateur est tellement ouf qu'il tire à l'oreille de l'actrice pour avoir le choc de. Tu sais, quand elle se retourne comme ça et qu'elle est complètement choquée. Mais c'est aller loin. C'est pour ça quand je me blaguais, c'est quand des j'ai méthodes. Keshish, mais ou Piala. C'est-à-dire qu'ils vont dans le. Je compare pas du tout Keshish à Piala, enfin avec Piala, mais ils vont. De toute c'est façon, notre d'autres- auditoire s'en fout. Hein, C'est vrai. Les gens ont déjà quitté, ont déjà arrêté d'écouter. Là. J'arrête d'écouter. Mais ils sont où? Non, mais c'est important ce Ils que tu sont dis, où Ahmed. Est-ce qu'on peut te poser des questions à notre tour, Thomas et moi? Oui et non. Après, je suis pas obligé d'y répondre. Oui ou non, J'ai c'est des- une très bonne réponse. Voilà. Mais quels sont tous ces personnages? Là, Parce que autour je de te nous, là, connais, je te qui se connais rapprochent. intimement, on peut le dire. Ouais. Non, mais je te connais intimement, on peut le Oui. dire. Oui, Quels c'est sont vrai. tous ces personnages que Thomas a vus, que j'ai vus, que les Français ont vus en grand nombre parce que vous faisiez des gros scores? D'où viennent tous ces personnages que tu fais dans le SAV? Non, mais la parles de création cette du époque personnage qui dure. C'est-à-dire François le Français, tu vois, on se baladait. Pilote, Rocco, t'as quand même des trucs, on parle encore. Enfin, tu vois, Mais d'où ça c'est sort ceux qui sont restés. Mais ces personnages n'existent pas, t'es d'accord avec moi, Thomas, dans la vraie vie? Ouais. Rocco, il existe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la caricature Rocco, de Rocco... non mais Rocco, c'est parce que c'était Rocco Siffredi qui un jour, je tombe à la télé sur une émission, il devait faire l'émission Comment ça naît? de Coé, et lui, c'était très simplement, il présentait son livre. Donc Rocco Siffredi, qui est dans son livre, moi je me suis dit, il ne peut que parler de sa bite. Sa bite, mais sauf que sa bite, c'est son meilleur ami. Lui, il a que ça, avant tout le monde, avant ses parents, avant ses amis, avant ses enfants, c'est sa bite en proms. En proms, c'est son ami. Et donc, du coup, il y a Tu même l'as plus vu, la lui. vulgarité Voilà. de la bite ou ce genre de Ma vanne. bite. Ma bite, c'est mon copain, ma bite, c'est l'ami. J'ai encore vu des gens sur Instagram, là, deux meufs qui regardaient de dos, elles sont pris en photo de dos, regardaient la plage, et elles ont mis une petite bulle comme ça sur Instagram, elles ont dit, mais c'est pas un recambite. C'était la vanne, t'imagines, genre 10 ans après, des gens qui font cette vanne sur Instagram en me taguant, en disant, bah tiens, regarde, on a fait la vanne. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est juste sympa, c'est son meilleur ami. Après, il y a des trucs qui n'ont rien à voir, juste pour rebondir là-dessus, parce que j'y pense, en me servant un glaçon. Oui. Toujours à la démocratie, boulevard Raspail dans le 7e. Ne venez pas, il n'y a plus de place. Et François le Français, d'où ça vient? J'étais dans ma douche un jour. Ça On t'arrive? m'a jamais posé cette question, je suis très content Mais d'être c'est pour ça que je interviewé, la pose. Ahmed. Là, ça me touche, ça flatte Non, mon mais ego. d'où net, Eh ben, ça vient ça vient juste de ça. Je sais qu'il est fou. Tout Je simplement. sais d'où ça naît, parce qu'il peut en avoir 28 000, mais pourquoi il décide que celle-là, il l'a? Ben, je sais pas. Ça Cette vient target, juste il la prend. une époque où il y avait beaucoup le Front National, tout le temps, le drapeau français, donc Ouais. qui est assimilé d'ailleurs encore maintenant. Malheureusement, le drapeau français est vachement Front National quand même. Mettre un drapeau français, à part s'il y a un match de foot, mais sinon c'est encore ça, de moins peu en moins. compliqué, Mais, ouais. mais c'est quand même cette connotation-là, ils ont réussi à piquer Ils ont volé. le truc de la France, quoi. La patrie. Voilà, la patrie. Et donc ça, d'ailleurs, c'est un travail à faire hein, pour le gouvernement qui, s'il m'écoute, c'est Mitterrand, hein, c'est ça le président, Ouais, voilà, ouais. François. Et donc on entendait, il y avait vachement le Front National à cette période-là. Et donc moi, je me retrouve dans ma douche un jour, et je sais pas pourquoi, moi qui suis un piètre chanteur, mais qui rêverait d'être chanteur, me vient le... C'est bidon comme air, parce que je ne sais pas chanter, donc je trouve des airs faciles en chantant. Et arrive le tournage du SAV, et d'un coup sort... Ah, parce que ton âge de SAV, ils ont une grosse caisse. Il y a avec une des grosse caisse où il y déguisements. avait plein de déguisements, Et des et on vestes. pioche dedans. Et on se fait Et des ils ont surprises, on se fait des pièges. nez rouges, des trucs. Alors, et rien ils- n'est préparé. Enfin, il y a Rien des n'est textes préparés à l'avance, mais tout ce qui est en impro, Ils ce ont qui une caisse. on fait ce qu'on veut. Dans la boîte à Donc, on ne bonheur. prévient pas les deux autres, en l'occurrence, que nous étions trois. Et, Donc c'est de se surprendre l'un et l'autre. Ils et voulaient voilà, se surprendre. euh, Et le François, il vient comme ça, met un drapeau, une casquette, et sauf que le François, je l'ai fait en un peu très, très garçon et très, très prétentieux, tu vois. Mais vous êtes qui? Enfin, c'est moi. C'est moi, c'est François. C'est moi, la France.
Non, mais je sais pas, après, voilà, c'était des choses qui se mixent. Tu sais pas pourquoi t'as de la chance. C'est comme tu viens plus aux soirées, Non, mais c'est c'était pas un que de nez la de chance, cochon, c'est à un pourquoi moment ça donné, tu vient. mets. Non, mais Tu pourquoi dis ça quoi. te vient? C'est aussi parce que c'est le travail, Fred. On Mais t'en parle 10 je ans veux après. dire, comment le personnage te dit, tiens, celui-là, je l'ai, l'autre, je l'ai pas. Parce que t'en as 12, pour un Non, mais réussi, t'en ce as qui est 12 génial- ratés. Non, mais c'est vrai, mais ce qui est génial, c'est que tu ne sais pas pourquoi des choses marchent ou ne marchent pas. Comme le Et succès. moi, ce qui m'a toujours plu, voilà, dans ce métier, c'est de se dire qu'on est entre nous. Le succès. Voilà, on est entre nous, on C'est déconne. et hop. inexplicable. L'injustice du succès, Exactement. c'est tout. Exactement. C'est inexplicable, en fait. Après, ça peut s'expliquer une fois qu'il y a eu le succès. Il y a des Ça gens dépend qui pas que du talent, c'est... Voilà. Est-ce que tu sais que la passion de Thomas, c'est la photo? Ouais. C'est même pas une passion, c'est que c'est ça. Alors, moi, je fais de la photo. Un genre de respiration. Et d'ailleurs, Oui, parce que- il s'est rejoint, parce que mon livre a été édité par la fille de quelqu'un que vous connaissez bien, la fille d'Alain de Greff. L'idole de Fred. Par Caroline de Greff, qui est éditrice de livres d'art, et qui a édité mon premier livre photo, qui est sorti il y a combien de temps? Ça fera 1 an en septembre. Oui, on peut dire que ça fait 6 mois, sinon. Photo de toi. J'ai de très Et belles photos de... Ahmed a acheté à prix d'or certaines pièces rares. Elles sont hyper belles, surtout. Ouais. Et là, je fais mon 2e bouquin photo sur ma fille aînée. Et je suis exposé, on va faire un petit instant promo, parce que c'est pas parce qu'on est, tu vois, on Mais profite, il faut savoir vivre avec son temps. Écoute-moi bien, on est avec Fred Testo, on fait ce qu'on veut. Et je suis exposé à la Fisheye C'est Galerie. ce que tu m'as dit, Fred, on fait ce qu'on Et veut. là, Il a le droit de parler de ses photos. par et contre, de quand se- c'est ma promo, tout le monde s'en branle. Et Non, tu non, parles- au contraire, je moi, vais tu mettre- récites la larme à l'œil, tes trucs sur tes conneries sur Ben Non, mais Laden, au on t'écoute. contraire, au contraire, ma poule, je vais mettre l'éclairage sur la photo. Parce que je trouve ça Dis-nous, passionnant d'être Et- avocat et d'être passionné par Alors, autre chose. Et, Donc, je la fais photo. et du coup, je suis exposé tout l'été à la Fisheye Galerie, Yeah. qui est la galerie de la revue Fisheye, en fait, à Arles, avec d'autres photographes. Il faut que tu expliques un peu plus sur la galerie Fisheye, parce que comme t'es dans la photo, non, maintenant. mais Fisheye, c'est un magazine qu'on voit en kiosque, Oui, qui mais est toi, le tu magazine sais, de le la mec qui a photo, Clermont-Ferrand, et qui ou a, à il Bordeaux, achète Fisheye, ça marche très bien Fisheye, et ils ont leur galerie, qui est une galerie d'art contemporain. Et qu'est-ce que tu éprouves, toi, en faisant de la photo, justement? Il y a beaucoup d'avocats qui écrivent, qui font des romans. Moi, Ils sont comédiens. Dupont. Bah oui. Moretti, oui. Moretti, Mais il est bon comme acteur. Hein. Il est très bon, Il je est trouve. très bon comme acteur. Mais il est très bon tout court, Dupont. Ouais, je trouve aussi. Mais moi, je venais de là. J'ai grandi dedans. Mon père était. On avait un labo photo à la maison et j'en ai fait énormément étant très jeune. Et je m'y suis remis il y a quelques années avec, en tout cas, des gens qui me font l'honneur de s'y intéresser, de vendre mes photos, de les acheter, des galeries qui m'exploitent, des bouquins. Donc voilà. Après, c'est plus qu'une soupape. C'est presque un monde parallèle, tu vois. C'est pas un Forme de échappatoire. respiration. Non, C'est même pas une respiration, c'est au-delà, c'est vraiment un truc c'est pas loisir, c'est un état, tu vois. C'est-à-dire que je fais de la photo. Hier, j'étais en tôle, moi j'appelle ce qu'on appelle l'entrée, le sas, là, je leur dis, mais vous avez un casier où je peux laisser mes affaires? Oui, il y a un casier. Et quand c'est ça, je sais que je peux partir loin avec tout mon matos. Quand tu rentres en prison, tu laisses tout. Ouais. Et j'étais à Angers hier. Et je sais que je prends pas forcément le premier train. Et je reste 2-3 heures. Généralement, je reste pas dans le centre. Je marche dans les lieux pavillonnaires, tous ces trucs-là. Et je reviens en taxi et je passe 3 heures. Portable coupé, rien. Terminé. Terminé. Oui, même en audience ou peu importe. Mais dès que je bouge, dès que je vais dans un endroit, j'ai toujours un appareil avec moi. J'ai tout le temps, tout le temps. Comment justement tu arrives à sortir de la pression de ton travail, Thomas? La pression, j'en sors pas vraiment parce que je rentre quand même chez moi. Je rentre chez moi avec mes dossiers. Il faut pas rêver. Et les gens que tu défends? Ouais. Il y en a qui ont été libérés, acquittés? Tout, oui, condamnés, acquittés, libérés, innocentés, dans tous les sens. Après, heureusement, la machine judiciaire n'est pas à sens unique. C'est très dur. On va en prison pour un oui, pour un non, quand même, aujourd'hui. Je trouve, c'est l'image que j'en ai. Les prisons sont, même si là, il y a eu des efforts avec le confinement, où on a réduit la population carcérale, les motifs de placement en détention, en tout cas, pas l'approche statistique, mais on va très facilement, quand même, en prison, je trouve. Et après, il faut se dire que tout est possible au moment du procès, que au moment, en tout cas, de la cour d'assises, j'ai eu, dernièrement, c'est un des souvenirs
entre guillemets marquant, quelqu'un qui a fait 3 ans et demi de détention provisoire, avec qui pour lequel j'ai clamé son innocence durant toute l'instruction, j'ai demandé sa remise en liberté. Il fait 3 ans et demi de tôle et il va finalement être acquitté par la cour d'assises. Et le parquet qui s'acharnait pour le maintenir en détention ne va pas faire appel de son acquittement. Donc, victoire, et puis on se dit, mais du coup, je comprends pas, vous avez soutenu l'accusation de ce type, vous m'avez dit pendant 3 ans et demi qu'il était coupable, et il est acquitté, et je suis donc ravi qu'il n'y ait pas d'appel interjeté, mais en tout cas sur la pédagogie, la cohérence, voilà, ça laisse à désirer, la lecture des choses, ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai connu ça par l'intermédiaire d'un téléfilm que j'ai fait qui s'appelle L'Emprise. Ah bah très bien, super téléfilm. Ouais. Et justement, T'es méconnaissable. Défendait. T'es méconnaissable dedans. Voilà, et c'était le procès de cette femme, Alexandra Lange, qui a tué son mari pour ne pas mourir. Et elle a été acquittée. C'était la première fois où une femme était acquittée. Alors que c'est un meurtre, en fait, quand même. Et tu te dis, les gens s'acharnaient, et il a fallu 15 ans. Je suis en train de travailler dessus, Fred, ça va t'intéresser. Pourquoi il y a une espèce de tolérance, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas condamnés, mais pourquoi il y a une espèce de tolérance sur le crime passionnel? Il n'y a pas de tolérance sur le crime passionnel. Mais c'est ça que je voulais savoir. C'est une circonstance aggravante. Ça, il faut bien comprendre que tuer son conjoint ou commettre des violences sur son conjoint, c'est une circonstance aggravante. C'est absolument pas une circonstance atténuante. Le crime passionnel, non. Il n'existe plus d'ailleurs, le crime passionnel. Je pensais, moi, dans l'esprit des gens. Non, mais c'est-à-dire si tu tues par amour, c'est moins grave que si tu tues parce que tu veux voler un sac à main. Mais c'est bien le problème. Le motif crapuleux, moi je le vois pas, je le connais pas, j'ai pas beaucoup plaidé ces dossiers-là pour aussi être complet là-dessus, mais je pense pas que, en tout cas, vu la sensibilisation qu'il y a sur les violences faites aux femmes, les féminicides, aujourd'hui, il est évident qu'il n'y a absolument pas le crime passionnel se plaide très mal. Est-ce qu'il existe vraiment, ce crime passionnel? C'est ce que je voulais savoir. C'est la question. Est-ce qu'il existe déjà vraiment existé? Parce qu'on a, comme tu l'as dit, pour reprendre le site du film de Fred, un sentiment d'emprise, une victime qui est à sa botte, qui est généralement soumise avant et qui va finir au tapis. Bon, c'est un processus, entre guillemets, le coup de folie reste un coup de folie, c'est-à-dire qu'un acte complètement isolé, sans violence auparavant, un type qui, sur une colère, sur un accident, tue quelqu'un, sa femme ou un autre, c'est autre chose. Mais dans un contexte de violence répétée, tout ça, c'est accablant. C'est aujourd'hui un des crimes. Surtout que là, dans cette histoire-là, il allait la tuer après une ultime bagarre, une ultime dispute, et elle l'a tué pour ne pas se faire tuer. Oui, pour ne pas mourir. Et c'est la première fois, parce que pendant des années... Qu'on n'est pas un peu mais justement, dans la compatissant justice, avant on disait que c'était un crime passionnel. Et moi je trouve ça ouf de parler de crime passionnel. Comme quoi, on aura le droit de tuer parce que je t'aime trop. Il n'y a pas de passion, mais en fait. Ça n'existe pas, c'est pas aimer les gens, c'est être un fou furieux. Et puis en plus, il n'y a pas de passion si tu tues. Ben non. Et donc c'est quand même très symbolique de la société machiste. J'avais ça parce que j'ai fait un scénario, on essaie de faire passer une espèce d'une tuerie en disant mais c'est parce qu'elle l'aimait trop. Alors, le crime d'amour, c'est autre chose aussi. Mais après, est-ce que c'est quelque chose faut comprendre de toute façon les raisons et pourquoi un crime a été commis et par qui, et cerné au maximum, collé à la personnalité de l'accusé, ce qu'on appelle le principe d'individualisation des peines. Mais tuer par amour, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué parce que c'est pas limité au couple, c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on n'a pas. C'est comme la phrase de Fanny Ardant dans La femme d'à côté, ni avec ni sans toi. J'ai vu Fanny Ardant. Je pense que pendant des années on a voulu nous mettre l'amour là-dedans et pour moi il n'y a pas. Non, il n'y a aucun pas d'amour. Sur les violences conjugales et tout ça, il n'y a pas d'amour. Mais maintenant, tuer ou commettre un acte transgressif par amour, ça peut exister en dehors de ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un petit peu, je trouve froid, le féminicide, c'est-à-dire grosso modo les meurtres sur conjoint ou tout ça. C'est à l'extérieur du couple, c'est des choses aussi qui peuvent être qui trouvent à s'expliquer, qu'on rencontre. Mais ça se plaît des gens qui peuvent aller commettre des vols, des braquages, admettons par amour, pour suivre, c'est-à-dire que suivre son copain sur un braco, aller commettre un acte très grave qui peut se solder par des blessures, voire et le faire pas par appât du gain, mais parce que le type qui le fait, c'est votre mec.
Et c'est l'amour fou. Voilà. Après, l'amour ou le lien filial a sa place dans le droit aussi. Là, on est très loin de notre sujet sur les féminicides, mais par exemple, le recel de malfaiteurs, le fait de recueillir un malfaiteur, c'est puni par la loi, sauf d'une mère vis-à-vis de son fils. D'accord. Si tu dis elle l'a fait par amour, elle a pu saucissonner son mec, hein. Ou des meufs qui On va dire c'est par amour. Et les meufs qui partent en Syrie, nous on en a eu, qui partent en Syrie, qui sont... Est-ce que c'est de l'emprise, est-ce que c'est de l'amour? C'est-à-dire que le mec, il les a manipulés, il leur a monté la tête. Est-ce qu'elles le veulent vraiment? Est-ce qu'elles l'aiment? Qu'est-ce qu'il y a comme part là-dedans? Est-ce qu'elle croit à la foi de l'État islamique? Est-ce qu'elle l'aime? Est-ce qu'elles veulent fuir? Toi, tu sais pas. T'as de la place pour, entre guillemets, essayer d'expliquer. Mais est-ce que c'est ta recherche? Nous, on est obligé de le faire. Nous, on est obligé de le faire. Mais surtout, c'est fait aussi dans l'instruction, parce qu'il y a des expertises psychiatriques, il y a des expertises psychologiques. C'est des choses qu'on brosse tout au long de l'instruction, de la phase de mise en état du jugement. On sait de quoi, un peu où on s'approche. Et nous, c'est Henri Leclerc qui dit ça, qui est le plus grand avocat pénaliste aujourd'hui, en tout cas une légende du barreau, qui dit le rôle de l'avocat, c'est d'éclairer des faits sous un angle différent. Mais on parle toujours des mêmes faits. On parle de la même chose, tu vois. Mais c'est toujours une forme d'intelligence d'éclairer autrement. En tout cas, on est là pour ça, notamment. Et moi, je pense que, par exemple, qui n'a rien à voir, mais je veux quand même raccrocher ça à ça, c'est que quand on fait les Guignols de l'info, c'est éclairer l'information autrement, avoir un nouvel angle. C'est-à-dire que tout le monde le regarde comme ça, parce qu'on a le 20h, on a le 13h, on a Barthès le machin. fait un peu ça, Yann Barthès. Ouais, bien sûr. Avec plutôt un certain talent. Pas mal de talent, quand même. Ouais, c'est ce que je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est regarder la chose avec un angle différent. Ça veut pas dire que tu as raison, c'est changer d'angle pour regarder la chose. Donc la lumière, toi qui es photographe, ce n'est pas la même. Ouais. Ça, si t'éclaire d'en bas, tu fais peur. Si t'éclaires de là, tu peux machin. Si t'es en contre-plongée, tu peux être beau gosse. Et pourtant, ce n'est qu'une question de lumière et c'est le même objet. Donc l'éclairage n'est pas le même avec le même modèle. Alors Fred, est-ce que tu es content de nous avoir invités ou pas du tout? Moi, je suis assez Parce content. qu'on a Tu invité. regrettes? Ou tu regrettes? Bah j'espère, hein, putain. Je regrette pas Non, du tu tout. regrettes un peu, peut-être que tu Non, il a regrettais. dégoûté, Attends, dégoûté, Fred. dégoûté, j'ai dit tout à l'heure, il était- J'aimerais bien que là, on se pensait faire des blagues, on avait tout répété avec Thomas. Ah, mais- Qu'est-ce qu'on fait? On cut? On prend le dessert tranquille? Je pense ou qu'on alors a terminé. Là. Largement. Allez. On va finir sur une citation, peut-être. Une citation. Ouais. Mieux vaut un que deux, tu l'auras. Alors moi, j'ai une citation foireuse qui est dans un singe en hiver d'Antoine Blondin. Fais Je gaffe, il crois- l'a joué. Hein. Mais c'est pour ça que je me permets. Mais je sais pas si c'est dans la pièce, mais je crois que c'est Blondin qui écrit qu'il faut toujours se fier aux femmes et jamais aux hommes, car ils ne sont jamais à l'abri d'un sursaut d'enfance. Ben voilà. Voilà. On va s'arrêter là-dessus. Moi, je donne même pas la mienne. Allez. Pareil que Thomas. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.